Mongo Betty. Trop de soleil tue l'amour. Roman. Édition Julliard, 1999. Chapitre 16. Norbert, décidément appliqué à coopérer ce jour-là avec Georges, son supérieur imprévu, vint musarder très tôt autour de l'hôtel. Puis, assuré que le tout-beuble l'avait aperçu et avait pris toutes les dispositions pour le suivre, il monta ostensiblement dans un taxi jaune aux allures d'antiquité, qui s'avança résolument vers le nord de la capitale, et ne tarda pas à sortir de la ville. Georges était monté lui aussi dans un véhicule de même apparence, et suivait celui de Norbert en gardant un intervalle de plusieurs centaines de mètres. Norbert s'arrêta dans un village distant d'environ 40 kilomètres de la capitale, en prenant soin que le taco, rangé sur le bas-côté, demeurât bien visible et bien reconnaissable. Georges vit le taco, mais le dépassa en accélérant. Il ne fallait surtout pas qu'il parût avoir rien de commun avec ce véhicule et ceux qui l'avaient occupé, et venait de le déserter pour s'exhiber devant une maison de notable, précédée d'un beau gazon, élément décoratif rare dans le pays. Il paraissait en grande conversation avec un homme rondouillard, habillé d'une saharienne de très bonne coupe. Georges roula plusieurs dizaines de kilomètres sur une chaussée plus accueillante qu'il n'était de coutume. Une demi-heure plus tard, alors qu'il parcourait la même route mais en sens inverse, il put constater que Norbert et le chauffeur de son taxi étaient toujours en conversation avec le notable à la saharienne de bonne coupe sur le gazon précédant une belle demeure. Il revint dans le village 2 jours plus tard, fit semblant d'admirer le gazon. Le notable, habillé comme 2 jours plus tôt d'une saharienne de bonne coupe, comme s'il l'avait attendu, s'avança aussitôt vers lui, le sourire aux lèvres et la main tendue. « Soyez le bienvenu, » dit en excellent français cet homme affable. « Vous êtes trop aimable, » répondit Georges sur le ton convenu du dialogue de théâtre. « Je vois que vous avez une pointe basse-sang. Vous êtes donc français. À la bonne heure. Notez que je n'ai d'a priori contre personne, mais chacun ses goûts, encore heureux. Voulez-vous me faire l'honneur d'entrer dans ma modeste demeure, monsieur Lamotte, Georges Lamotte. Disons Georges, fit l'homme à la saharienne de bonne coupe dans un éclat de rire, et restons-en là. Appelez-moi Ebenezer, et vous me ferez le plus grand plaisir. On accédait à un portail ouvragé, qui ne se révélait monumental qu'après coup, tant il se dissimulait savamment sous les frondaisons d'un parc minuscule. Auparavant, on avait traversé une vaste étendue de gazon dont le vert était un enchantement pour les yeux. L'Africain reçut royalement le toubab, qui n'avait jamais été à pareille fête de sa vie. Il lui fit boire du Chivas vieux de plus de 20 ans, le meilleur whisky qui ait jamais caressé ses papilles. Il le régala d'un ragoût de poulet à l'arachide d'une saveur absolument délicieuse, quoique pimentée, au point de lui emporter la bouche. Georges dégusta des Bordeaux qui lui étaient inconnus jusque-là, et après le dessert, un cognac digne des tsars de Russie à l'époque de Pierre le Grand. « Comment faites-vous pour avoir de tels trésors chez vous ?» ne put manquer de demander le Français stupéfait. « N'est rien, fit l'Africain avec la grimace de l'homme agacé par le mauvais goût d'un interlocuteur. Dans la conversation à bâton rompu qui entoura ces agapes inattendues, il sembla même à Georges, à moins que ce ne fût l'illusion créée par les vapeurs de l'alcool, que le maître de séance faisait allusion à la possibilité de contact avec des éléments du sexe dit faible. Bien entendu, Georges se garda de faire honneur à cette proposition, non par je ne sais quelle pruderie surannée, mais parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser entre gens qui ne se connaissent que depuis quelques heures, selon une morale pragmatique petite bourgeoise, toujours en vigueur dans les milieux de l'éducation en Occident, selon laquelle, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Georges comprit très vite qu'il ne devait pas cet accueil à sa seule qualité de Français, mais sans doute aussi au service, d'une nature imprécise pour le moment, qu'il pouvait rendre à des personnes au statut non moins imprécis, du moins pour le moment. Voyez-vous, fit plus tard le notable à la saharienne de bonne coupe, voyez-vous, notre ambition est de sauver, contre vents et marées, les excellentes relations que notre pays a toujours entretenues avec le vôtre et qui sont pour nous un gage unique de stabilité et par conséquent de développement. Je comprends cela, fit Georges, parlant comme sur le mode contrapuntique. Oui, je dis toujours à mes compatriotes, parce que pour tout vous dire, ils sont parfois un peu lents de la comprenette. Comme dit un fameux journal satirique sans lequel les francophones du monde entier seraient bien malheureux, ils comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. Je leur dis souvent, mes frères, avec quel autre peuple développé imaginez-vous que nous aurions les mêmes privilèges? Observez l'Angleterre, observez l'Allemagne, observez l'Amérique. Laquelle de ces nations nous accorde-t-elle les mêmes facilités? Laquelle nous donne-t-elle sa monnaie? Laquelle nous donne-t-elle les mêmes possibilités dans ses universités? Etc., etc. Voilà ce que je ne cesse de leur dire. Je dois avouer que beaucoup comprennent, mais un grand nombre s'y refusent. C'est une chose évidemment regrettable, déclara Georges, décidé à se jeter à l'eau. Mais qu'importe si l'avenir du gouvernement est assuré. Il l'est, n'est-ce pas? Vous touchez le vif de la plaie, cher ami. Oui, l'avenir du régime est assuré, sans vraiment l'être. Comprenez-moi. Les perspectives ne sont plus certaines depuis la fin de la guerre froide. Les Américains, libérés de leurs soucis là-bas,
se répandent maintenant partout. Ils veulent tout, et ils trouvent ici des relais. C'est ça le drame. Alors on parle de démocratie, de corruption, de droits de l'homme. Mais tout ça, c'est la propagande américaine pour évincer nos vieux amis français. Ceux qui ont été avec nous dans les bons comme dans les mauvais jours. Voilà le problème. Et alors se hasarda le Toubab. Suivez-moi, dit le notable. Georges fut promené à travers les vastes pièces de ce qui lui parut un véritable palais, bâti en rez-de-chaussée mais pourvu d'un plafond à caissons, de boiseries et de meubles qu'aurait envié un milliardaire texan. Chose étonnante, il n'y avait aucune vie dans cette magnifique construction, dont l'édification avait coûté des centaines de millions, peut-être même quelques milliards de francs locaux. Un capital enterré inutilement au milieu de la forêt équatoriale et qui aurait peut-être été plus utile ailleurs. Voilà bien un exemple du gaspillage des milliardaires d'État, comme les appelle la colonie française, qui, en général, exècre cette engeance, seul coupable à ses yeux du naufrage de la coopération franco-africaine. Qui, en effet, n'a entendu tracer un portrait au vitriol toujours le même, d'un représentant de cette caste odieuse mais jamais reniée. Comme on dit de nos gigolettes, en connaissez-vous un seul, vous les connaissez tous. Au-dessus du $1 000 000, pariez sans aucun risque que toute fortune découle d'une rapine. Itinéraire devenu banal parce que le plus facile à parcourir, on s'érige d'abord en personnage au-dessus de tout soupçon en entrant dans la corde des dirigeants par l'achat de la carte du parti au pouvoir, puis on décroche au Crédit Agricole, un établissement très complaisant pour les politiciens véreux, pourvu que leur mocassin n'ait jamais foulé aucune glèbe, un emprunt dont le montant ne craint pas la plus vertigineuse succession de zéros. La dernière étape, c'est l'amnésie. Devenu le plus fanatique partisan du chef de l'État et le chantre vibrant de ce génie sans comparaison, le nouveau milliardaire oublie simplement de rembourser son crédit. Georges bouillait de questions qu'il n'osait pas poser, mais auxquelles son hôte répondait déjà. Il y a seulement 3 ans et demi que cette maison est achevée. Devinez quelles nobles personnes y ont déjà été hébergées, cher Georges, fit tout à coup le notable en éclatant d'un rire satisfait. Je jette ma langue au chat, dit Georges. N'allez pas chercher plus loin, fit le notable. Le chef de l'État, l'ambassadeur de France, le cardinal archevêque, et d'autres encore ont dormi ici au moins une fois. Voyez ce petit pavillon là-bas. C'est là que j'habite personnellement avec ma vieille mère. Je n'utilise ce magnifique décor que pour honorer mes hôtes de marque, comme vous, mon cher Georges. Vous êtes trop aimable, répéta Georges pour la énième fois. Mais non, c'est la moindre des choses, entre amis. 3 jours plus tard, à leur deuxième rencontre, l'homme à la saharienne fit visiter à Georges le village voisin, son village natal, peuplé de sa nombreuse parentèle. Oncle édenté, tante au visage grimaçant, cousin de tous âges, qu'il appelait mes frères ou mes sœurs, à l'africaine. Mais Georges connaissait la musique. Comment expliquez-vous le report des élections demanda Georges pendant qu'il parcourait le village. C'était nécessaire, déclara le notable. Nous savions que les Américains manigançaient quelque chose dans le nord et l'ouest du pays. Mais quoi? Plutôt que de nous laisser manœuvrer par nos ennemis, nous avons préféré les désarçonner, en mettant leur complot en porte-à-faux, au moins par rapport au calendrier électoral. Comment vont-ils faire maintenant pour rattraper le coup et s'ajuster à la nouvelle tournure? C'est là que nous les attendons pour décrypter leur stratégie et les piéger. Alors ce n'était pas pour permettre à un plus grand nombre de gens de s'inscrire. Quoi? Oh oh, vous y avez cru vous aussi, mon cher Georges? Faut-il que le chef de l'État soit habile homme pour faire ainsi accroire aux gens ce qu'il veut? Il n'entre pas dans notre stratégie de faire inscrire plus de gens, au contraire. Tous les jeunes de moins de 30 ans sont contre nous, et Dieu sait s'il y en a en Afrique des jeunes de moins de 30 ans. Pas question de faciliter leur inscription sur les listes électorales, ce serait un raz-de-marée, nous serions balayés. Quelle idée saugrenue. Nous sommes en Afrique, cher ami, pas à Carpentras. Quand on fait des élections, ce n'est pas pour les perdre, pardi. Comme c'est juste, commenta toujours contrapuntiquement le Toubab. Ils pénétrèrent enfin dans une petite maison proprette, aux murs apparemment faits par pain, crépis, badigeonnés à la chaux, dont l'aspect tranchait sur l'habitat ordinaire du village. Dans la grande salle, une femme très jeune, belle, aux allures dégagées de citadine, habillée d'une jupe noire et d'un sweater blanc, était penchée sur la manivelle d'une machine à coudre portative. Surprise, elle interrompit sa besogne, vint au-devant de ces messieurs qu'elle accueillit avec un sourire un rien mécanique, comme si elle les avait attendus, mais plus tard. Où est donc Nathalie? Fit aussitôt l'homme à la saharienne de bonne coupe. Sans répondre à la question, la femme se dirigea vers une porte étroite donnant sur une arrière-cour, et héla Nathalie, une adolescente plutôt filiforme, sans grâce particulière, arborant un tablier bleu délavé, comme affairée jusque-là aux besognes culinaires. Son entrée s'accompagna en effet de relents d'ail. Elle ne devait pas avoir plus de 14 ans. Ce qui frappait dans son maintien, c'était le naturel de l'écolière, une sorte d'attente sereine, sans adhésion ni refus, comme si elle avait décidé d'avance de ne jamais s'exiler de l'enfance, quoi qu'il arrivât. L'homme à la saharienne de bonne coupe prit l'enfant par la main et l'entraîna dans la cour, hors de portée des oreilles des 2 autres adultes. Georges ne savait quelle contenance adopter.
Il dit à la femme à la jupe noire, qui avait tout l'air d'être la mère de Nathalie, en désignant la machine à coudre portative, ce sont de vraies merveilles, ces petites machines-là. Figurez-vous que je n'en avais jamais vu avant d'arriver en Afrique. Elle se contenta d'un sourire embarrassé, elle se tordait les phalanges des deux mains tour à tour, son regard était fuyant. Peut-être ne parlait-elle pas assez bien le français pour converser avec un Européen. Il dit, histoire de conjurer le silence et ses démons, « C'est fou ce que Nathalie vous ressemble, vous êtes sa mère ?» ?»« Je suis la mère de Nathalie, oui, fit-elle, presque sans accent. C'est l'aîné de mes 6 enfants. » Il se demandait comment lui poser habilement une question sur le père, lorsque l'homme à la saharienne de bonne coupe revint, tenant Nathalie par la main. Il dit à l'adresse du toubab, tandis que ses yeux à la fois rigolards et inquisiteurs inspectaient l'enfant des pieds à la tête et de la tête aux pieds, comme fait un maquignon d'un veau d'abattage au moment de le proposer au chaland. « Bon, eh bien tout est réglé, mon cher Georges, venez, on y va. » Nathalie rejoignit le Français vers 10 heures du soir dans la chambre du manoir d'Apparat, où l'avait installé son hôte, l'homme à la saharienne de bonne coupe. Le toubab était furieux, sans trop savoir pourquoi. Il dit à l'enfant, « Ça t'arrive souvent ?» L'enfant leva sur lui un visage à la fois doux et étonné. Le toubab reprit, « On t'envoie souvent rejoindre des étrangers comme ça, la nuit ?» L'enfant secoua négativement la tête. L'expression de son regard autorisait toutes les interprétations, voire les plus contradictoires. La candeur ingénue autant que l'effronterie, l'indifférence autant que la curiosité mal contenue, l'assurance autant que le trouble précédant la panique, l'affection comme la haine, l'estime autant que le mépris. Tandis qu'il la regardait droit dans les yeux, il ne put s'empêcher de lui prendre la main. Elle ne la retira pas, ni ne l'abandonna, à vrai dire, pas plus qu'elle ne baissa les yeux, ni ne se permit de dévisager ce mal étranger, peu à peu en proie aux rutes. Enhardi tout à coup, comme par miracle, sans doute vexé d'être tenu ainsi à distance par cet être à sa merci, le toubab ne résista pas à la tentation de résoudre l'énigme en tranchant le nœud gordien, ainsi qu'il se fit toujours en Occident depuis la nuit des temps. Il esquissa l'un après l'autre, sans se hâter, comme sous l'effet d'une fascination, les gestes qui conduisent à l'acte dit d'amour. Le problème demeura pour ainsi dire entier, car le toubab ne put savoir à la fin si l'enfant avait éprouvé le moindre frisson de plaisir ou de dégoût. Il lui suffisait au demeurant d'établir que la jeune adolescente lui avait menti sans hésiter une seconde. Elle était déjà un être pervers, il allait la traiter en conséquence. Il se jugeait d'ailleurs quitte de tout remords de pédophilie, l'enfant ayant cessé d'être un enfant depuis belle lurette, se répétait-il. Il dit à l'adolescente qui venait de rajuster ses vêtements d'un tour de main coutumier, on eût dit expert. « À demain ?» L'enfant qui avait le dos tourné ne répondit rien, ne se détourna point, déroba prestement sa hanche aux mains qui tentaient de la caresser avant la séparation, ainsi qu'il se fait dans un collage conventionnel en cette circonstance routinière. L'hôte de Georges n'était décidément pas homme à laisser traîner les choses. À peine levé le lendemain, le toubab s'entendit dire qu'il était attendu dans la cafétéria. « Vous avez quand même le temps de prendre votre petit déjeuner, mon cher Georges, » ajouta avec son rire hilar l'homme à la saharienne de bonne coupe. « Que diable, on n'est pas des sauvages. » Puis, baissant subitement la voix, « Alors ?» fit-il en regardant le toubab avec un sourire en coin et un air d'en avoir deux, comme on dit. « Ma foi, ça va encore assez, » répondit le toubab en s'efforçant à la gaieté, mais sans trop comprendre ce qu'on espérait de lui. « Je savais, » chuchota triomphalement les yeux au plafond l'homme à la saharienne de bonne coupe, appelé Ebenezer, un prénom comme on n'en fait plus. « Avouez, mon cher Georges, qu'elle est miraculeusement douée, ma petite nièce. Et tenez-vous bien, elle n'a que 13 ans et vient d'entrer au 6e au collège des Pères Blancs. Au fait, pourquoi ne pas nous tutoyer désormais? Ne sommes-nous pas devenus un peu parents? Hein? Pourquoi ne pas nous tutoyer désormais? » « Pourquoi pas ?» soupira piteusement le toubab étranger. Quand les deux hommes pénétrèrent dans la cafétéria de cette étrange demeure, l'immense salle, presque aussi vaste qu'un amphi, se dit Georges à part soi, grouillée de militants des deux sexes et de tous les âges. Tandis que le brouhaha des querelles et des conversations s'apaisait progressivement et impérativement, l'homme à la saharienne de bonne coupe entraînait son hôte dans une travée anonyme, au milieu du tout venant des militants. 5 hommes et une femme, assis le long d'une table en bois blanc et faisant face à l'assistance, entouraient un jeune dirigeant du parti, un garçon un peu trop maigre, aux joues un peu trop creuses, sans doute préposé à la présidence de la séance. De fait, le jeune cadre aux joues un peu creuses déclara tout de go, d'une voix où perçait un soupçon d'agacement, preuve que le débat déjà en cours n'avait été que momentanément interrompu. « On ne va pas s'éterniser en chamaillerie sans issue. Il y a 2 tendances que nous sommes appelés à départager. Je résume. Nous devons absolument gagner les élections, là-dessus tout le monde est d'accord. De quelle façon? C'est ici que commence la bagarre, ainsi que vous avez pu voir. Il y en a qui nous disent
Pas question de prendre le moindre risque, nous devons l'emporter à tout prix, et par une majorité écrasante, une majorité des 2 tiers, sinon des 3 quarts, et cela à tout prix. Par la fraude, camarade, cria du fond de la salle une voix courageuse, quoique non identifiée. Dis le mot, camarade. Par la fraude massive, la fraude massive, la fraude. Et alors, la belle affaire, vociféra l'homme à la saharienne de bonne coupe, qui s'était dressé sans avoir demandé la parole. La fraude massive, oui, camarade, et alors? La fraude électorale, ou ce que tu appelles ainsi, c'est quoi, mes amis? Une pratique courante partout à travers le monde, et qui remonte même à l'Antiquité. C'est pour ainsi dire une institution dans ces pays-là même qui se prétendent de vieilles démocraties, sinon les inventeurs de la démocratie. Camarades, est-ce que vous connaissez le nombre de demandes d'annulation déposées devant les tribunaux après les récentes élections législatives françaises? 356, pas une de moins, camarades. Il n'y a de demande d'annulation que s'il y a eu fraude. Cela concerne la moitié des députés français. La moitié des députés français ont été élus grâce à la fraude. Alors pourquoi nous gênerions-nous? Ne faisons-nous pas comme tout le monde? Vous autres, les intellectuels, vous êtes des hypocrites. Votre seule préoccupation, c'est de mettre de belles phrases autour de la merde. Au fond, vous pensez comme nous, comme tout le monde, quoi. Par malheur, ce qui vous importe à vous autres, ce n'est pas de sauver ce pays, ce qui ne peut se faire que grâce à notre parti et à notre président, mais de faire parade de vos belles âmes. La vie, c'est la merde, et les élections, c'est partout la fraude, avec plus ou moins de belles phrases autour de la merde. Nous tenons le pouvoir, gardons-le sans fioriture inutile. Un point, un trait. Un moment interloqué, le président de la séance, jeune cadre aux joues un peu trop creuses, comme s'il lui arrivait rarement de manger à sa faim, reprit sagement. Si nous gagnons en arrangeant les choses en notre faveur. Par la fraude, cria à nouveau la voix non identifiée du fond de la salle, sans doute la même. Dis le mot, camarade, n'aie pas peur, nous sommes là. En faisant comme si, comme ça, et ainsi de suite, poursuivit le président de séance, ça donne quoi finalement? Est-ce que son Excellence notre Président n'aura pas des problèmes par la suite justement à cause de ces élections douteuses? Les gens n'aiment pas tellement les élections louches. Il ne faut quand même pas oublier Amnesty International, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale son acolyte, et puis le Parti socialiste français, le Parti travailliste britannique, les Verts du monde entier, les journaux étrangers comme Libération, Le Monde, etc. Nous connaissons tous ces gens-là, nous savons qu'ils nous ont à l'œil. Et je n'ai pas encore évoqué les vitupérations quotidiennes de leur radio. Radio France Internationale, La Voix de l'Allemagne, la BBC, La Voix de l'Amérique, et j'en passe. Imaginez le tumulte de leurs dénonciations. L'homme à la saharienne de bonne coupe jaillit encore comme un diable de sa boîte, et, sans avoir demandé la parole, vociféra de rechef. Et alors? La belle affaire, ce n'est pas nouveau, ça. Ces gens-là nous ont toujours dénoncés, ils nous ont dénoncés dès le premier jour, et qu'est-ce que ça nous a fait comme mal? Rien du tout. Il y a 5 ans, ils nous ont dénoncés avec une virulence haineuse, sous prétexte que nos élections législatives n'avaient pas été transparentes. C'est le mot à la mode. Est-ce que son Excellence notre Président n'a pas été reçu ensuite à Washington avec les honneurs dus à son rang, puis à Paris, à Bonn, et même à Londres par Madame Thatcher, la dame de fer soi-même, et couronné docteur honoris causa dans une prestigieuse université américaine? Nos relations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ne sont-elles pas au beau fixe aujourd'hui? De quoi avez-vous donc peur, troufion en peau de lapin? Ce fut le signal d'une sauvage empoignade entre les deux tendances ennemies, dont les orateurs vinrent déployer tour à tour à la tribune une rhétorique de l'injure et du défi, où l'homme à la saharienne de bonne coupe remporta la palme, adoptant définitivement le masque, la posture et le verbe du faucon. Dans la salle, une sorte d'hystérie semblait avoir saisi les très nombreux nostalgiques de l'époque du parti unique, où l'exercice du pouvoir tenait de la partie de plaisir, la contestation politique étant non seulement proscrite, mais inimaginable. Il se trouvait là, ô horreur, des gens qui penchaient pour la commission électorale indépendante réclamée par les partis de l'opposition, et qui osaient l'avouer, au risque de braver les extrémistes, à l'arrogance exacerbée par l'assurance d'être chez eux dans ces murs. Les dissidents avaient donné de la voix, sans pour autant compenser la maigreur de leur rang. Il eût suffi de les laisser se défouler. Ces moulins à vent ne représentaient aucune menace. Mais il y avait parmi eux des intellectuels renommés, qu'on soupçonnait d'être l'âme de cette fronde intolérable. Les Don Quichotte de l'extrémisme commirent l'erreur de déléguer pour leur clouer le bec celui qu'ils considéraient comme leur meilleur porte-parole, on se demande bien pourquoi, un spécimen d'un rare exotisme populiste. « Vous avez même vu quoi ?» lança cet homme en guise d'exorde. « Oui, je vous demande, vous avez même vu quoi, hein? Vous-même là, vous dites que quoi? Nous autres, nous voulons faire la même chose désormais à la manière africaine, à la manière de nos pères. Vous là, vous voulez faire la même chose à la manière des Toubabs. Pourquoi? Est-ce que vous êtes des Toubabs, hein, mes frères? Est-ce que les Toubabs sont nos ancêtres? La chose là, comment vous appelez même ça? Oui, alors quoi? La chose là, la commission électorale indépendante, c'est quoi ça?
C'est la manière des Blancs, ça, non? Pourquoi vouloir nous faire toujours revenir les choses à la manière des Blancs alors que nous sommes tous Africains? Regardez-moi bien, mes frères, est-ce que je suis un Blanc? Non, n'est-ce pas? Et vous, vous êtes des Blancs, là? Non. Alors pourquoi la commission électorale indépendante? Ce discours, prétendument inspiré de la négritude, philosophie inventée par le grand poète antillais Aimé Césaire, est toujours accueilli avec enthousiasme, soulagement et reconnaissance par les dictateurs africains et leurs séides, souvent aussi dans les rassemblements populaires que flatte sa basse démagogie. Il faut croire que le vent avait tourné. Cette fois, la basse démagogie suscita une mémorable bronca, faite de huées, de sifflets, de ricanements, d'apostrophes outrageants du genre « les ivrognes aux chiottes ». L'homme à la saharienne de bonne coupe veillait heureusement au grain. Il procédait quant à lui par des incursions oratoires qui retentissaient comme autant de pronunciamento, dans la forme comme dans le fond, toujours lestés d'arguments qui sonnaient comme autant de charges d'infanterie. Il avait apparemment le putsch chevillé au corps. Sans être un traîneur de sabre professionnel, il n'en évoquait pas moins la ganache chilienne appelée Augusto Pinochet, qui renversa et fit assassiner le président démocratiquement élu Salvador Allende. Par la grâce du spécimen d'un rare exotisme dont la prestation venait d'exercer les ravages évoqués tout à l'heure, la sympathie de cette assistance, composée pour l'essentiel de gens de bonne foi, avait basculé dans le camp des partisans d'élections à visage humain, au risque d'entraîner la majorité des membres du comité exécutif national. L'homme à la saharienne de bonne coupe, appelé Ebenezer, un prénom comme on n'en fait même plus chez nous, se leva encore. Il ne harangua pas la foule de sa place de militant anonyme, ainsi qu'il l'avait fait jusque-là, par snobisme, mais gagna fébrilement la table de bois blanc, où le bureau de la séance avait pris place, entraînant avec lui son ami Georges, l'homme blanc visiblement décontenancé de s'être laissé embarquer dans cette galère sans avoir été consulté. « Regardez bien cet homme, tonna-t-il, en pointant un index quasiment militaire sur le pauvre Georges. Oui, regardez-le bien, et retenez-en le goût, car vous ne le reverrez plus de sitôt. J'aurais souhaité qu'il n'apparaisse pas devant le comité exécutif national par souci de discrétion. Après tout, qui peut assurer qu'il n'y a pas ici des traîtres dans cette salle? Des mouchards, des espions prêts à monnayer nos secrets, il y en a à chaque instance du parti. Il aurait mieux valu, je le répète, que son voyage demeurât un secret entre lui, moi et nos amis d'au-delà des mers. Mais décidément, il devient impossible de convaincre les camarades sans déployer les grands moyens. Je déplore que le ciment de la confiance manque désormais entre les militants de notre grand parti et la haute direction de l'État. Il faut le dire et le redire, la discipline fout le camp. Où est l'époque où une simple adresse de son Excellence notre Président suffisait pour réchauffer l'enthousiasme et resserrer les rangs? Il y a 3 semaines, l'ambassadeur de France, un homme dont on ne dira jamais assez la bienveillance et le dévouement pour notre pays, a bien voulu comparaître en personne devant vous. Comparaître est bien le mot. Nous espérions que, après cela, vous seriez rassurés, que les doutes se dissiperaient. Rien n'y a fait. Cet homme que vous voyez là, devant vous, c'est mon ami Georges. Il vient de traverser les mers dans le but de nous fournir, mais en toute confidence, les gages que vous désirez. Vous trouverez peut-être qu'il manque de panache parce qu'il est habillé trop modestement. Mais c'est mal connaître les toubabs qui ont horreur de l'ostentation et pour qui faire étalage de son pouvoir et de son bonheur est une provocation au destin. Les toubabs, moi qui vous parle, je peux dire que je les connais. Vous n'en reviendriez pas si je vous révélais les liens de famille de notre ami Georges, notre hôte que voici, là, devant vous, avec les hommes qui occupent le sommet de l'État, là-bas, ainsi que l'étendue de son influence. Georges, dis-leur ce que tu me disais hier soir, et ce matin encore, à savoir que nos amis de là-bas sont plus que jamais déterminés à nous soutenir. Donne-leur les assurances qu'ils attendent avec anxiété. Vas-y. Un lourd silence s'était appesanti sur la cafétéria. Il est certain, improvisa Georges le toubab piégé, après s'être solennellement raclé la gorge, en donnant un accent vibrant à son élocution et en détachant les mots, et même les syllabes, comme au théâtre. Oui, je dis qu'il est certain que ce serait une grave erreur, une très grave erreur, dirais-je même, d'éprouver le moindre doute à ce sujet, et à plus forte raison de le propager, car c'est un sujet extrêmement grave, je dirais même le plus grave qui soit pour l'Afrique. Rien ne saurait nous détourner de la voie que nous nous sommes tracée, qui est de soutenir nos amis africains pour le meilleur et pour le pire. Il en est de même que dans les mariages. Un torrent d'applaudissements jamais recueillis auparavant par l'homme blanc dans toute sa vie submergea la cafétéria par vagues successives, interminablement renaissantes. C'était comme une terre craquelée par le soleil, absorbant avec une avidité sauvage la première pluie après une longue période de sécheresse. Le toubab avait peut-être, sans le savoir, prononcé les mots magiques, attendus pour dénouer les angoisses, dissiper les insomnies, rapiécer les défaillances. À moins qu'un coup de pouce anonyme n'eût été prodigué à l'enthousiasme des masses à un moment fort opportun. Juché sur la table de bois blanc,
L'homme à la saharienne de bonne coupe, en donnant le la par des mouvements de bras frénétiques, déclencha finalement l'ovation de la salle, tous les assistants réconciliés pour le coup acclamant avec fureur sans se lasser. À peine close la séance, les militants eurent droit à des boissons diverses, parmi lesquelles des alcools d'importation, très coûteux, à des cigarettes de luxe, à des sandwichs abondamment garnis. Leur bel appétit, incarné par le jeune cadre aux joues creuses auparavant mais rebondi maintenant, témoignait de l'allégresse collective retrouvée, tout en illustrant plaisamment, par une éloquation devenue soudain bafouilleuse, un axiome local selon lequel la bouche qui mange ne parle pas. L'homme à la saharienne de bonne coupe, infatigable, le verre à la main, allait d'un groupe à l'autre, ne se lassant pas d'exhorter avec véhémence en prévision de péripéties énigmatiques dont il prédisait l'imminence. On aurait pu pronostiquer un échange de congratulations désenchantées, sinon amères, quand il aborda le coin des personnages supposés appartenir à la tendance intellectuelle qui, au demeurant, avait paru l'attendre de pied ferme. Ces petites phrases qualifiées d'assassines par les écotiers, et dont c'était le bon moment dans ces circonstances. Il n'en fut rien. Les prétendus dissidents intellectuels accueillirent eux aussi le maître de séance avec des sourires éclatants, où il lisait sa victoire en lettres de feu. La Bible ne dit-elle pas qu'il y a un temps pour tout, et même un temps pour la dégustation des bonnes victuailles? Georges suivait à distance son hôte. Les jeunes militants s'inclinaient profondément et silencieusement à son passage, couvraient le toubab de regards énamourés, comme s'il eût été un messie ou du moins un mutant, auquel on n'osait pas adresser la parole. Que d'histoires confiait le soir même à son hôte l'homme à la saharienne de bonne coupe. Tout était décidé, ficelé depuis 10 jours, jusqu'au moindre détail. C'est alors que le président m'a fait comprendre qu'il fallait une chose à laquelle il tient beaucoup, ce qu'il appelle un habillage démocratique. Les militants aiment bien le sentiment de participer à la décision, sinon de la commander par le truchement de leurs représentants. Il faut leur adhésion, mon cher Georges, peu importe à quoi ils adhèrent, pourvu qu'ils soient persuadés d'adhérer. À quoi viennent-ils d'adhérer, au fait, demanda Georges par pur mauvais esprit. Aux vertus démocratiques de la fraude? Il y a de ça, cher ami, concéda l'autre sans sourciller, au grand étonnement de son interlocuteur, à qui il restait encore un fond d'illusion sur l'humanité. Et c'est bien la preuve qu'on fait de ces gens-là ce qu'on veut. Mais il y a plus. Ils viennent surtout de souscrire à notre projet de garder le pouvoir éternellement. Il y a un poète latin, Horace peut-être, qui dit quelque part que la vocation de l'Afrique est d'offrir des surprises à l'univers. Garder le pouvoir éternellement, ce n'est pas une surprise, ça, mon cher Georges, 5000 ans après Toutankhamon et malgré la bourrasque de la démocratisation planétaire. Il y avait ce soir le Gotha de notre intelligentsia. Le président avait souhaité rallier à tout prix cette engeance stérile pour la mouiller et la neutraliser. Il était convaincu que ça ne serait pas de la tarte, que l'exercice relevait de la haute voltige, tant les gens surestiment le sens de la dignité chez nos prétendus intellectuels. C'est faire beaucoup d'honneur à ces farceurs. Le tour vient d'être joué sans coup férir. Tu as vu, Georges? Ils ont un peu crié comme ça pour la forme. La provocation, c'est leur cinéma préféré. Mais ils se sont rués comme tout un chacun sur le buffet. Est-ce qu'il t'a semblé qu'ils étaient dégoûtés par mes délicieux sandwichs? Que non, bien au contraire. C'est toujours un tort de se laisser impressionner par ces gens-là, sous prétexte qu'ils savent manier la plume ou déployer une fastueuse rhétorique. Ce sont des imposteurs, des clowns. Tu fais taire les meilleurs pour quelques centaines de milliers de francs. En l'occurrence, les voici piégés comme de vrais cons. Devine un peu comment nous les avons recrutés au comité exécutif national. D'office, je veux dire par cooptation, sans jamais les consulter. Et tiens-toi bien, ils n'ont pas dit non. À propos de certains d'entre eux, nous nous disions avec le président: celui-là n'acceptera jamais, c'est un homme à principe, un philosophe, un sage, un moraliste, un vrai Gandhi noir. Ouais. À peine contacté, le clown se précipitait, il tombait plus vite qu'un fruit pourri. C'est tout juste s'il ne venait pas s'accroupir devant toi pour t'embrasser les genoux. Tu sais pourquoi, mon cher? Les jetons de présence, pardi. Primum monde du carré. Il faut que tout le monde sache qu'ils ont trempé dans le complot qui a échafaudé la fraude électorale, fais-moi confiance. Il y en a aussi de l'autre côté des intellos. Je les connais. Et comment? Le jour, ils jouent les Saint-Just d'opérette dans les feuilles de chou et sur les tréteaux de l'opposition. Mais la nuit, ils viennent me manger dans la main comme des toutous pour un crédit bancaire, pour un poste minable dans la fonction publique, pour une misère, pour tout, pour rien. Je leur baiserais la gueule si je voulais, et surtout si j'avais leur mœurs. Tu veux voir ce que c'est vraiment l'être humain, mon cher Georges? Accule-le à la famine. Sortant aussitôt du bois, le loup se fait agneau, et le voilà couché à tes pieds. Quand on a la chance de tenir cette chose à la saveur divine qu'est le pouvoir, cette faculté miraculeuse de dompter les foules et les individus, de les plier à ses fantaisies, le laisser s'échapper, ce serait de la folie, quitte à utiliser toutes les ficelles, de la ruse à la guerre civile, et pourquoi pas au génocide. Ils me font rire, eux, avec leurs histoires à n'en plus finir sur le génocide au Rwanda. Et alors, la belle affaire. Ce sont des cons, ces Hutus, parce qu'ils ont échoué. Il ne faut jamais rater un génocide une fois qu'il s'y est risqué.
Alternance, démocratie, transparence, multipartisme, des couillonnades, oui, comme dirait mon ami le président Omar Bongo, expert en ces matières. Quelle fière chandelle je te dois. Comment te revaudrais-je jamais tout ceci? Éternelle reconnaissance, voilà ma dette. Ben voyons, ne sommes-nous pas désormais un peu parents et même beaucoup, fit Georges, moitié par pur mauvais esprit, moitié parce que cet homme, qui n'avait rien d'un imbécile, ainsi que le lecteur a bien dû s'en rendre compte, commençait à se faire une idée sur le parti à tirer de cette bizarre situation. N'empêche que l'autre tourna vers lui des yeux au bord desquels il crut voir perler une larme de bonheur, à force de gratitude forcément. Le lendemain, le directeur de l'Andeconini, à qui Georges venait de rendre compte en bon serviteur de la coopération franco-africaine, lui déclara: Bravo, cher ami, 3 fois bravo. Vous n'imaginez pas le prix des informations que vous nous apportez là. En fait, elles n'en ont pas. Encore une fois, bravo. Je suis très flatté, monsieur le directeur, fit Georges sans platitude, parce que son interlocuteur n'en avait jamais demandé tant. Vous pouvez l'être, cher ami. Comment va la petite nièce? Inutile de me demander comment je sais. Cher ami, je vous le répète, tout se sait ici, pour ainsi dire avant même que d'advenir. L'intuition anticipative, en quelque sorte. La petite nièce va bien, monsieur le directeur, très bien, merci, ironisa Georges en riant modestement. Et je ne vous demanderai pas comment vous savez. À la bonne heure. Et qu'est-ce que vous envisagez d'en faire? Vous allez penser que je suis décidément indiscret et vous aurez raison. Alors, sachez que je ne m'attends pas que vous répondiez à ma question. Je voudrais simplement vous dire ceci, cher ami. Sachez profiter de toutes les opportunités africaines. Oui, je sais, il y a des surprises pour qui compare avec chez nous, n'est-ce pas? Mais justement, il ne faut pas comparer. Toutes les civilisations méritent notre respect, à condition d'être placées dans leur contexte. Tout le plaisir a été pour moi, cher ami. Bonne continuation. Qu'est-ce que ce type a voulu dire au juste? Se demandait le Toubab, loyal serviteur de la coopération franco-africaine, en sortant des locaux de l'Andéconini.